Et coucou tout le monde, pour commencer cette vidéo, un rapide merci au site Indécent qui m'a fait l'honneur de me faire une interview en fait pour leur site, pour un article sur l'Orcana avec plein de choses dedans très intéressantes. Ça parle un peu de Cannes, ça parle de sites de graduation, ça parle de l'Orcana de manière générale. Si vous avez une petite envie d'y aller faire un tour, n'hésitez pas, il y a plein de choses sympas à voir dedans et le site de manière générale fourmille d'actualités sur le jeu de plateau en général, ce qui est très cool. Donc le lien est en description ou alors sur les différents posts que j'ai laissés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un petit clic. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui on va continuer à attaquer les spoils, ou plutôt à bouffer du spoil, vu qu'il en sort 30 milliards à la seconde. Sachez que je ne fais pas tous les spoils qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'une grande partie d'entre eux proviennent juste de screenshots des decks de départ, et non pas que ça soit interdit au niveau des leaks, etc. Non, non, c'est des trucs officiels qui ont été révélés. Le problème juste c'est que la qualité est dégueulasse, donc je préfère tout simplement m'arrêter à 21 cartes, qui sont les 21 cartes que j'avais au moment où la vidéo précédente est sortie, comme ça je m'arrête là-dessus. Et dès que j'ai des meilleures qualités pour les autres cartes, ou dès que j'atteins un nombre un peu plus grand pour le reste des cartes, je fais une nouvelle vidéo, encore cette semaine. Des vidéos, des vidéos. Mais vous remarquerez que Musho Report a sorti donc la fameuse image avec les cartes qui ont été révélées jusqu'à maintenant. On a dépassé les 150. On va y arriver, on est bientôt sur la fin. De toute façon, le nouveau chapitre sort dans un peu moins de 2 semaines. J'espère que vous profiterez bien de vos derniers tournois sur le chapitre 2. Pour ma part, c'en est fini parce que les jours de tournoi suivants, je ne suis pas disponible. On va donc attaquer bientôt le chapitre 3 et j'ai tellement hâte. J'ai réinstallé Pixelborn et je suis en train de chercher à voir comment avoir les cartes de chapitre 3 parce que j'ai trop hâte de pouvoir tester plein de trucs qui seront sûrement nuls. J'ai envie de tester plein de trucs quand même. On va attaquer les cartes, donc aujourd'hui 21 cartes, pas de focus précis en termes d'univers, juste 21 cartes dans l'ordre qui ont été révélées, et on a des trucs pas mal. On va commencer avec Jafar, le voleur de la lampe, pour 3, une 2-2-2 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous regardez les deux cartes du dessus de votre deck, vous en mettez une en dessus, une en dessous, et vous commencez à avoir l'habitude de ce genre d'effet. Plutôt intéressant Jafar, déjà parce qu'il a l'effet de Merlin Écureuil, mais de manière bien meilleure. Parce qu'il a 2 de l'or, lui, il a de meilleures stats. Et en fait, ces 2 de l'or fait qu'il est vachement plus utile. Parce qu'à la place de Merlin Écureuil, vous pouvez jouer Jafar, l'entrer en jeu avec son effet, regarder ce que vous avez pioché le tour d'après, faire 2 de l'or, le remonter en main si nécessaire, etc. C'est pas la meilleure cible, parce qu'on va préférer remonter Merlin Chèvre ou Merlin Lapin, en général, parce que leurs effets sont plus intéressants. Mais en attendant, franchement, il est plutôt cool. Dans un deck violet-gris, ça pourrait être un très bon personnage pour faire un alter surprise du Jafar à 4 derrière. Même si jamais en termes de tour, on ne gagne pas un tour, ça reste un personnage intéressant à ce niveau-là. Ça peut donner une opportunité d'attaquer un tour plutôt que prévu. Donc, sympa. Je sais pas s'il va entrer dans les decks au niveau de ses synergies, mais il y a des choses à faire en tout cas. Il y a clairement des choses à faire. Carte numéro 2, on a le Gizmo Suit. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient, je pense que ça vient de DuckTales, mais j'ai pas la ref précise. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Le Gizmo Suit, c'est un objet en acier qui coûte 3 et qui est ancrable, donc déjà c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'il faut le bannir pour faire son effet. Son effet qui est cool, c'est donner résiste 2 jusqu'au début de vos prochains tours. Le problème, c'est qu'à côté, on a l'armure de souris qui donne résiste 1 à chaque tour. Ici, on a un résiste 2 sur un seul tour. Et du coup, le problème, c'est que je me dis, je préfère quand même l'armure de souris qui va donner résiste 1 toujours à quelqu'un d'intéressant. Ici, il faut choisir le bon moment pour le claquer. À moins d'avoir des choses qui jouent sur le fait d'avoir des objets qui soient bannis du jeu ou de pouvoir les récupérer, je ne pense pas que ce sera si intéressant que ça dans les decks. Là, tel quel, je ne vois pas jouer. On continue avec Quick Patch qui est très simple, c'est pour un soin de 3 sur un lieu. Intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant tous les soins qu'on a, c'est des soins qui sont sur les personnages. Pouvoir soigner les lieux, c'est avoir peut-être un moyen de s'assurer qu'ils fassent plus longtemps leur lore, ou avoir un moyen de s'assurer que malgré le fait que l'adversaire les attaque, vos lieux, eux, vont rester en vie et faire des choses derrière. Donc cool de voir qu'il y a du soin sur les lieux directement. Pour 3 de vie, ça me paraît pas déconnant en termes de soins. Maintenant ça fait que ça. Donc si jamais vous n'avez pas spécialement besoin de jouer sur les lieux, évidemment vous ne le jouez pas. Mais même si vous jouez sur les lieux, est-ce que ça change tant que ça la donne? Faut l'avoir au bon moment, faut pas que le lieu se fasse bannir en un seul tour, sinon ça sert à rien. Je rappelle que comme on dit dans les jeux vidéo, le one shot ça ne se heal pas. Donc à voir. Pas sûr que ce soit si bien que ça, pour être honnête. J'ai pas spécialement confiance en la carte.
Je sais pas trop en fait, vraiment là, comme ça, réparer des lieux. En fait, c'est comme le soin de personnage, au début on se dit ouais, c'est trop cool, soigner les personnages, puis après on se rend compte que au final, à part Réponse qui fait du soin tout en piochant, le soin de personnage, c'est pas une capacité qui est si jouée que ça, parce qu'en général, c'est rare d'avoir des jetons de dégâts sur le plateau. Justement à cause de cartes comme Réponse, qui en profiteraient. Du coup, un peu pareil, répère qui est intéressant parce que pour 2, on répare toujours, enfin on enlève toujours 3 jetons de dégâts, mais là, du lieu ou du personnage, ce qui le rend plus versatile. Je le vois toujours pas être joué non plus, parce qu'encore une fois, c'est une action pas chère, et les actions pas chères qui ne piochent pas sont moins intéressantes. Mais là, au moins, on a un peu le choix au niveau du lieu ou du perso, donc peut-être qu'il y a plus de choses à faire, avec du résist, avec des personnages qui ont beaucoup de points de vie, ce genre de choses-là, à voir. Là, tel quel, encore une fois, j'y crois pas des masses. Peut-être qu'un deck bleu-jaune avec plein de lieux et plein de soins, et que c'est super bien. Au chapitre 3, faudra voir ça. On a la carte numéro 5, Strike a Good Match, qui vient de la chanson Tu nous couvriras d'honneur, tu nous ramèneras de l'honneur, je sais plus. Bref, chanson d'introduction de Mulan un peu. Pour 2 actions, chansons même, très intéressantes, on pioche 2 cartes, puis on en défausse une. Ce qui veut dire que on dépense une carte pour en piocher 2, puis en défausser une. Ça ne fait pas, donc pas de card advantage. Au final, on a pioché 2 cartes, on en a dépensé 2. Mais par contre, on a une bien meilleure main, ça c'est clair. Parce qu'on va pouvoir choisir 2 cartes, et vu qu'on défausse après avoir pioché, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir la carte de notre main qui nous intéresse le moins. Et vu que en plus c'est une chanson, c'est vachement intéressant. Je pense que dans des decks potentiellement un peu meules, ça peut être très cool pour essayer de rechercher plus vite tout ce qu'il y a à base de rêve bleu, de trémène ou de recommence. Je pense que même dans des decks, par exemple, qui sont un peu rush, on pourrait jouer ça et sacrifier 2 de l'ordre d'un perso à 2 pour aller essayer de creuser le deck et de chercher des cartes qui annulent les chansons adverses, par exemple. On a déjà vu Ursula en vert, il y en a une autre en ambre qui a été révélée, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais oh là là, celle-là, elle était liquide depuis longtemps et qu'est-ce qu'elle est forte aussi. Donc, un accélérateur de deck pour essayer d'avoir une meilleure main possible. En fait, le fait que ça soit une chanson le rend intéressant. Sans le chanter, je suis pas sûr qu'on se perde du tempo à gérer ça. Mais vu que c'est une chanson, un petit perso à 2 qui fait pas grand chose et qui peut gérer ça, bah pourquoi pas. Nous avons ensuite Ursula Sea Witch. 3 non ancrables et c'est toujours un problème. 3-3, 1 de l'or. Quand ce personnage part à l'aventure, le personnage adverse que vous choisissez ne peut pas se redresser au début de leur prochain tour. Donc ça empêche les personnages adverses de refaire du lore. Ça peut les empêcher de se redresser pour pouvoir les frapper au prochain tour. Il y a des choses à faire avec. Le problème, c'est que c'est pas si ouf non plus. Parce que c'est 3... comment dire, c'est 3 déjà non ancrables. Donc déjà non ancrable, c'est compliqué. On veut pas trop non ancrable dans les decks. Mais en plus de ça, son effet, il est actif que quand elle part à l'aventure, pas quand elle rentre en jeu. Du coup, son effet n'est pas actif avant le tour 4. Ça commence à faire beaucoup, sachant qu'avec seulement 3 de vie, elle va très vite se faire gérer par random n'importe quoi, à ce moment-là vers le tour 4 ou 5, et du coup, elle aura fait son effet une fois grand max, elle aura fait un seul de l'or, et bah pas ouf, pas ouf, pas ouf. Avec 2 de l'or, ça aurait été sympa, mais ça aurait été un peu craqué. Genre 2-3 2 de l'or, la même capa, franchement, ça aurait été vachement mieux. Là, tel quel, ou alors ancrable aussi, ça aurait été intéressant. Mais ouais, là, tel quel, non, le fait qu'elles doivent partir à l'aventure pour faire ça, c'est pas si ouf du coup. Nous avons Maléfique, et on va en manger de la Maléfique parce qu'il y en a quand même pas mal d'un coup. C'est vrai que je dis qu'il n'y avait pas de thème sous-jacent au niveau des cartes, mais il y a quand même pas mal de cartes, encore une fois, de DuckTales, ce qui est assez cool. Magicka, que je découvre son design de DuckTales, parce que moi je connais Magicka de l'époque, et donc la peau verte fait un peu bizarre au début, mais pourquoi pas. Pour 2 de 3, c'est une magie nulle, voilà. D'ailleurs, je l'appelle Magicka, mais c'est mystique en français, donc je vais l'appeler mystique à partir de maintenant, et c'est donc mystique nul, nultique. Choisissez en commentaire la meilleure vanne à faire sur le nom mystique avec le mot nul dedans, c'est le plus important. Et donc, là, tel quel pas intéressant, évidemment, elle a un alter, donc potentiellement, cette carte-là pourrait être jouée pour l'alter. Magicka plus intéressante déjà. Pour 4, 3-4 de l'or, ce qui est des stats en somme toute plutôt correctes, si jamais on a une capa. On va en parler plus tard. Parce que sa capa est vachement cool. On retourne, on remet dans la main du joueur qui le contrôle un objet dont l'attaque... Attendez, je suis en train de me perdre complètement d'affection, donc on va faire ça comme il faut. On renvoie en main un objet dont le coût est égal ou inférieur à l'attaque de Mystique. Donc, là, tel quel, on peut déjà renvoyer des objets qui coûtent 3 ou moins en main. Alors certes, les glaces à l'eau, non, c'est pas super pratique, mais il y a d'autres objets pour lesquels ça peut devenir très intéressant. Tout ce qui est à base de plumes en forme d'arête ou les nouveaux objets qui vont arriver, des miroirs de la bête, des choses comme ça.
En fait, même si jamais l'adversaire peut les rejouer immédiatement, c'est toujours un peu de tempo qu'il perd, parce qu'il utilise de l'encre pour faire ça. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et de manière générale, on a une sorte de gestion d'objets en violet. C'est de la gestion légère comparée à gris et surtout à ce que vert peut fournir maintenant. Ils avaient déjà un peu ça entre guillemets avec le fameux emberlificotage qui pouvait remonter des objets qui coûtaient 1 ou 2 en main aussi. Là, tel quel, on peut les remonter jusqu'à 3. Pourquoi pas? C'est une très bonne carte pour l'alter parce que de base, ça a du lore, ça a une utilité à côté, ça a 4 de vie. Pourquoi pas? Ça peut rentrer dans les decks, surtout pour l'alter. Et l'alter, par contre, lui, il est très intéressant. Pour 7 non ancrables, c'est cher. Il faut vraiment baser son deck dessus. 4-6, pas de lore. Et là, on se dit, waouh. Mais en fait, déjà, on a un shift 5, ce qui peut être intéressant. Mais surtout, quand elle part à l'aventure, on gagne autant de lore que le coût d'un de vos items en jeu. Vous choisissez lequel. Et là, évidemment, tout le monde pense à mon Dieu, si elle a le sous-fétiche de Picsou, elle fait 7 de lore en un tour. Et c'est vrai. Et du coup, on peut aussi se dire, en fait, finalement, la capacité de Mystique de pouvoir remonter des objets en main pour aussi servir tout simplement à remonter ses propres objets en main pour les reposer derrière et les réactiver. Typiquement un œil d'émoire. Œil d'émoire sur Mystique, vous l'inclinez, ça remonte en main l'œil d'émoire, vous le rejouez, vous le réinclinez, encore une fois un lore de plus. Il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là pour essayer de maximiser le potentiel des objets qui s'inclinent pour faire leur effet, parce qu'ils n'ont pas de mana d'invocation et du coup ils peuvent le faire plusieurs fois. Et d'ailleurs, imaginez rien qu'avec un œil d'émoire, ou même une plume enfante d'arrête. Mais Mystique, 3 de l'or, 4 de l'or, c'est déjà immense. Et si jamais, évidemment, vous jouez le sous-fétiche, alors là, c'est le jackpot. Parce que, ça va faire du lore de fou malade mental. En plus de ça, je crois que l'objet, le Lucky Dime, faut que je revoie la trad. Mais je crois que le Lucky Dime, donc le sous-fétiche, il donne du lore égal au lore actuel du personnage. Donc ça ferait 14 entre le Lucky Dime et Mystique. Faut voir si jamais c'est bien le cas, je suis pas sûr de moi. N'hésitez pas à voir en commentaire. J'aurais peut-être mis la réponse ou pas si quelqu'un me pose la question. Mais franchement, personnage très intéressant, mais qui, encore une fois, entraîne entièrement un pan de jeu avec elle. Et c'est ça qu'on veut, des cartes qui donnent envie de builder des decks à part. Ici, on a envie de builder, pourquoi pas, un deck bleu-violet basé sur les objets. Ça peut être très intéressant. On continue avec un nouveau lieu, ça faisait longtemps, et pour un, le Jolly Roger. Alors, un non ancrable, pas de l'or dessus, 5 de vie, bon point, 2 pour rentrer dedans. Les personnages qui sont dedans gagnent charge. Mais vos pirates l'ont gratos. C'est-à-dire que vos pirates peuvent rentrer dedans gratos. Donc vos pirates peuvent entrer en jeu, rentrer dans le lieu pour 0 et taper. Et là, ça devient vachement intéressant parce que le nombre de Captain Crochet qui serait incroyable s'ils avaient charge, ou de manière générale, le nombre de personnages pirates qui pourraient être vachement mieux s'ils ont charge. On repense à ce fameux Starkey, dont on a dit qu'il avait des stats nuls, mais du coup, peut-être que si on lui donne charge, ça devient plus intéressant. Le jeu sur les pirates pourrait être cool. Maintenant, il faut voir vraiment à quel point ça peut être bien. À noter, excusez-moi, je baille, à noter que c'est une carte promotionnelle. Vous allez voir qu'on va en avoir plusieurs d'un coup, les 4 cartes promotionnelles d'affilée. Donc, assez cool dans l'idée. Je sais pas si jamais ça va être tant joué que ça, mine de rien. Faut voir le nombre de pirates qu'il y aura dans le jeu et à quel point ils sont intéressants, à quel point il y en aura en rouge aussi. Parce qu'autant en gris, on sait qu'il y en a plein, mais dans les autres couleurs, faut un peu checker ce genre de choses-là. À voir. Les John Silver aussi qui pourraient gagner charge et avoir des trucs en plus. Ça peut être très sympa. Nous avons Last Ditch Effort pour 3 non ancrables. On incline un personnage adverse et on choisit un de nos personnages qui gagne Challenger 2. Déjà, pouvoir incliner un personnage adverse en action comme ça, en truc un peu surprise, c'est vachement cool. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouaient Pinocchio au chapitre 2, Pinocchio pour 2. Pinocchio pour 2, après il amenait un peu de lore derrière. Il y a même d'autres choses et surtout, on peut le remonter en main grâce au Madame Mime, etc. pour le réutiliser. Là, tel quel, Last Ditch Effort, je sais pas si ça va être joué parce que autant incliner un personnage en face, je suis désolé, je baille tout le temps. Autant incliner un personnage en face, c'est vachement cool comme effet. Par contre, Challenger 2, c'est pas si bien que ça, à moins d'avoir un petit pin à envoyer, faire le défi et voilà. On aurait préféré avoir Resist par exemple, afin de pouvoir encaisser le défi en question. Là, tel quel, c'est plutôt un moyen d'essayer de quelqu'un, quoi, de bannir quelqu'un directement. À voir. Je suis pas ultra fan de la telle quelle. Nous avons la clé à molette pour 2. La clé à molette de Wildcat, qui est un personnage de l'univers de Super Valou, si je ne me trompe pas. Et le personnage d'ailleurs Wildcat qui a été révélé, mais ce sera dans la prochaine vidéo.
De la clé monnaie de Wildcat qui est intéressante parce que c'est une sorte de Zirgouflex mais pour les lieux. Et là, du coup, ça devient plus intéressant. Si jamais pour 2, on a moyen d'enlever 2 dégâts par tour, c'est infiniment mieux que les 2 cartes qu'on a vues avant qui pour 1 enlève 3 ou pour 2 enlève 3 en choisissant personnage ou lieu. Ça, dans les decks lieux, dans les decks rush, on a déjà vu que les decks rush, il y a en jaune-vert par exemple, pouvoir jouer ça à côté de jouer des lieux à 4 de vie et qui font du lore chaque tour, ça devient méga intéressant. Et donc le jaune qui propose un jeu lieu à base de mes lieux vont rester vivants. Je dis oui, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Vraiment une carte que je trouve très intéressante, qui pourrait même donner envie potentiellement d'être jouée en combinaison avec d'autres couleurs pour réparer des lieux d'autres couleurs, comme ça il reste plus longtemps en jeu. Il y a peut-être moyen de faire des trucs intéressants en gris avec un autre personnage qu'on va voir un peu plus tard, mais il faudra voir. Jaune-gris, on en parle beaucoup, il y a plein de decks différents, jaune-gris au chapitre 3, ça va être super marrant. En bleu, Gripsou pour 4, Launch Eater, donc le tricheur solitaire. Pour 4, 3-4 de l'or avec une capa, on l'a déjà dit, c'est plutôt intéressant. Seulement ici, la capa, elle est pas si folle que ça. Alors pendant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Donc, Gripsou est un chasseur d'insaisissable. Chasseur d'insaisissable avec 3 d'attaque, c'est une bonne chose. 4 de vie, c'est intéressant pour encaisser au cas où. 2 de l'or. Pourquoi mettre de l'or à ce personnage alors que son but principal va être d'attaquer les personnages avec insaisissable? Parce que si jamais il s'incline pour partir à l'aventure, il va sûrement se faire gérer et du coup, il ne pourra pas chasser les insaisissables derrière. Donc, un peu dommage, on aurait peut-être préféré 4-4 1 de l'or avec la capacité évasive pendant son tour pour essayer de choper les insaisissables à 4 de vie qui résistent aux fracassés. Là, tel quel, pas super emballé par la carte, je vois pas dans quel univers on la joue, à moins qu'il y ait un alter ou un truc et tout à faire, là tel quel, pas ouf. On a le fameux King Louis, le roi Louis, donc on avait parlé la dernière fois de Starkey qui était pour 7, 7, 7 de l'or, ce qui en soi est des stats normales, dans le sens où, pour un personnage, normalement avoir 2 de l'or avec ses stats égales à son coût, c'est un peu la base. Ici, on a quand même, pour 7, 7, 7, 3 de l'or, tout comme on a en acier Maui 8, 8 pour 8, 3 de l'or. C'est vachement plus intéressant bien évidemment. 3 de l'or ça change beaucoup de choses, 7 de vie c'est très dur à tomber. Alors évidemment quand on arrive à un personnage de tour 7 on se dit toujours ouais mais il va se prendre un feu de dragon, un trémène etc. Mais si jamais on multiplie les personnages qui ont beaucoup de vie et qui ont besoin d'un feu de dragon, d'une trémène etc. pour être gérés, ça change pas mal de choses. Et point très positif de King Louis par rapport à beaucoup de personnages du jeu qui ont 3 de l'or, il résiste à Maui, voire même il y résiste et il le bannit en retour. Et ça c'est vraiment cool, ça fait toujours une menace de moins qui peut gérer votre personnage à 3 de l'or dans le deck adverse, donc on dit oui. Carte numéro 15, pour 2, Lena Saberwing, pour 1 d'attaque, 3 de vie et charge avec 1 de l'or. Alors, c'est une charge non ancrable, donc c'est toujours un peu intéressant. Par contre, elle, clairement, il va lui falloir du challenger pour aller charger des trucs parce que sinon, là, avec 1, elle va rien charger du tout, elle va se faire massacrer. Donc si jamais on joue des cartes qu'on a vu avant avec l'As DJ Fort ou des cartes du genre qui permettent de booster l'attaque, ça peut devenir intéressant parce que ça fait une charge à un coût très bas pour le coup. Maintenant, si jamais on veut essayer de choper des personnages un peu plus forts ou un peu plus chers, les 3 de vie ne changeront pas grand chose, a priori. Et du coup, on aurait préféré peut-être une de 2 charges, pour le coup. On continue avec Picsou. Picsou Uncle Moneybags pour 2, 1, 3. Quand ce personnage part à l'aventure, vous payez 1 de moins pour le prochain objet que vous jouez ce tour-ci. C'est une sorte de mini-belle. Non, pas de Babybel, mais de mini-belle. Et le petit défaut de ce Picsou en soi, c'est que, en fait, il est un peu comme Belle. Sauf que Belle a le trait inventeur. Donc peut-être qu'un jour ça servira. Pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour ça servira. Après, c'est aussi que Belle, je trouve que les stats sont un poil plus intéressantes. En attaque, c'est vraiment trop peu. J'ai un doute si Belle a 2 de l'or ou pas. Je crois que c'est pour 3, 2, 3 avec 2 de l'or et la capa, hein, il me semble bien. Donc, faudra que je revoie ça. Mais là, tel quel Picsou, c'est toujours bien dans un deck objet parce qu'en fait, si on commence à cumuler les Belles, les Picsou, les choses comme ça, on va peut-être pouvoir commencer à jouer des gros objets pour pas cher et faire des choses de fou avec. Mais sinon, là, tel quel, j'en suis pas forcément le plus fan. À voir s'il y a un alter Picsou, mais ouais, tel quel, pas si incroyable que ça. John Silver, et lui par contre il change beaucoup de choses. Pour 3, 3, 3, 1 de l'or avec une excellente capa. Pour chaque lieu que vous avez en jeu, ce personnage gagne résistement et 1 de l'or. Et ça peut faire beaucoup. Parce que l'île de Maui, je rappelle, donne déjà résistement. Donc déjà si vous avez l'île de Maui, ça veut dire que John Silver il a 2 de résiste et 2 de l'or. Donc là déjà ça commence à faire. Sachant que l'île de Maui coûte 2, donc ça peut être joué juste le tour d'avant.
Derrière lui, il peut justement essayer d'attaquer les personnages en face qui tentent de taper vos lieux. Donc ce John Silver, dans un jeu lieu, il peut être vraiment cool avec plein de lieux différents pour essayer d'en tirer le maximum de choses. Maintenant, il va falloir garder les lieux en vie. Le petit point positif aussi de John Silver, c'est que comme sa version verte du chapitre 1, il a énormément de mots-clés. Il est vilain, il est alien, il est pirate, il est capitaine. Donc ça permet de jouer avec plein de cartes différentes. Les cartes liées au pirate, les cartes liées au capitaine, potentiellement les cartes liées au vilain, même s'il n'y a pas assez de choses à ce niveau-là à mes yeux. Donc voilà, et surtout ça permet de jouer avec les lieux, et donc là le fait de jouer plein de lieux différents, de manière générale plein de lieux, pour avoir un personnage avec énormément de résist et du lore, et qui peut partir à l'aventure chaque tour, peut-être même le jouer avec des decks qui jouent sur les remparts pour le protéger derrière en plus, franchement, il y a des choses à faire avec ce John Silver, en tout cas il donne envie de builder des decks à part, encore une fois, et ça c'est toujours bien. Nous avons Kit pour 3, 2, 2, 1 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez retourner un personnage adverse dans sa main, s'il a de l'attaque ou moins. Alors, remonter des personnages en face, on a toujours dit, c'est à la fois intéressant en termes de tempo. Le problème, c'est qu'il y a des decks contre lesquels c'est vraiment nul. Après, là, l'avantage, entre guillemets, si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'il va remonter des personnages qui ne sont pas des personnages comme les Merlin-Chèvres, les Merlin-Lapins, etc. Donc, peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Mais seulement un de l'or, seulement cette capacité, seulement les personnages adverses, parce que ça aurait été aussi les nôtres, ça aurait pu être intéressant. Là, tel quel, j'ai pas l'impression que ça va faire tant de choses que ça. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça va pas servir à grand chose. À part peut-être pour les decks rush où ça joue les Curset Mirfolk, peut-être en jaune-vert, voilà, pour enlever un personnage qui du T1 ou du T2 adverse et que vos personnages à 2 de l'or puissent continuer à faire du lore. Sinon, je suis pas ultra fan. How far I will go. Ohé, ohé. Pour 4 non ancrables, ça pique un peu non ancrable, on garde les 2 cartes du dessus du deck, on en met une dans notre main et l'autre face cachée dans l'encre. Vachement intéressant, parce qu'on choisit la carte qui va en l'encre et celle qui va en main, parce que c'est une chanson, et parce que, en plus, c'est un peu comme un jeu vol, mais qui de toute manière sera utile, parce qu'au pire, vous piochez une carte parmi deux. Cette carte-là, pour moi, peut complètement remplacer jeu vol dans les decks, bien que ça soit tour 4 et donc un peu plus tard. On peut aussi se dire tout simplement que si jamais au tour 2 ou 3 on a réussi à jouer un truc qui fait du ramp, genre une grand-mère Tala, quelque chose, et que tour 3 on arrive à jouer cette carte-là, directement, sans la chanter, parce que je pense que c'est pas une carte qui chante forcément, eh bien ça peut directement faire de l'encre en plus, et au pire si vous jouez un personnage à 4 et que vous le faites chanter, bah pareil, ça vous permet de gagner énormément de tempo. Tour 4 ça va encore, tour 5 ça commence à être compliqué pour pouvoir gagner de l'encre, en plus via ce genre d'effet. Surtout pour 5, je rappelle qu'il y avait des cartes qui faisaient ça un peu. Mais là, franchement, tel quel, j'aime bien. On choisit la carte qu'on pioche, donc dans tous les cas, on perd pas de carte en main. On gagne une carte en encre, donc dans tous les cas, c'est du card advantage, contrairement à Jeu Vol, qui n'est pas du card advantage, lui, parce que lui ne vous récupère pas une carte en main. Donc, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve ultra intéressante. Et je pense que les 2 coups de plus par rapport à Jeu Vol, pour pouvoir choisir une carte et en mettre une en main, valent complètement le coup. Pour la carte numéro 20, l'avant-dernière, on a le Principe Giovanni. Pour 5, 2, 4, 2 de l'or, avec un effet particulier qui serait peut-être utile en multijoueur, mais sinon pas tant que ça. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, tous vos adversaires qui ont plus de l'or que vous en perdent 2. Tour 5, 2, 4, 2 de l'or, c'est pas des super stats, non ancrable c'est compliqué. Et en plus, il y a une condition qui est que l'adversaire doit être devant vous en termes de l'or. Sauf que vert, c'est pas forcément une couleur qui laisse l'adversaire être devant en termes de l'or. Je sais pas si c'est si bien que ça. Derrière, 4 de vie permet quand même d'éviter pas mal de choses, donc c'est toujours intéressant. Les 2 d'attaque ne changent pas grand chose parce qu'il va partir à l'aventure de toute façon, donc au pire il fera 2 dégâts sur quelqu'un quand il sera géré. Mais tel quel, quand même, la condition est assez particulière. Si jamais c'était faire perdre 2 de l'or tout court, ça aurait été super intéressant. Mais là, il faut laisser l'adversaire passer devant vous. D'ailleurs, je sais pas où en est le timing. Quand ce personnage a l'aventure, si l'adversaire a plus de l'or que vous, est-ce que c'est après avoir gagné vos 2 de l'or ou avant? Ça, c'est une bonne question. S'il y a des gens qui ont la réponse dans le commentaire, n'hésitez pas à en parler. Mais voilà, il y a des questions à se mettre sur cette carte, mais tel quel, le non ancrable, c'est trop embêtant en fait. Encore une fois, vert, à chaque fois qu'on a des cartes intéressantes, c'est non ancrable, et du coup, on peut pas toutes les rentrer, et du coup, on en rentre très peu. Et la dernière carte, Marianne, Dame Marianne, charmante rêveuse, pour 5, 4, 4, 2 de l'or, c'est des stats à peu près correctes. Lorsque vous jouez ce personnage, on choisit un personnage adverse qui a moins 2 d'attaque, donc le but est d'être offensif le tour où on joue Marianne avec d'autres cartes que vous aviez précédemment sur le board. Comme ça, vous profitez du fait que l'adversaire ait moins 2 d'attaque pour pouvoir aller le gérer tranquillement.
Le défaut de Marianne, en fait, c'est que pour 1 de plus, il y a Scar. Et Scar, pour 1 de plus, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte 1 d'attaque de plus. Et le 1 d'attaque change des choses parce que 5 de vie, c'est aussi le nombre de points de vie d'Aladin, par exemple, ou de Clochette, si je parle que de chapitre 1. Donc, déjà, c'est compliqué. Mais en plus de ça, Scar il met moins 5, et ça aussi ça change beaucoup de choses, parce que moins 2, à ce moment-là de la partie, les personnages qui sont présents autour 5, 6, tout ça, ils n'ont pas beaucoup d'avoir de l'attaque, alors que moins 5, on est sûr de mettre plus rien en attaque à quasiment tout le casse du jeu qui est compétitif et qui est jouable à ce moment-là. Je dis quasiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont à plus de 5 d'attaque dans le jeu compétitif actuellement. Il y a genre Maui, il y a genre Maléfique, mais voilà, les énormes tons avec beaucoup d'attaque, ils sont pas tant joués. Donc, c'est un problème. Pour moi, Marianne, son problème, c'est qu'il y a déjà une carte qui est très proche d'elle, qui coûte juste 1 de plus, mais qui fait un effet bien plus puissant, et elle est déjà pas jouée. Donc, je ne pense pas que Marianne va être jouée non plus à son tour. Et voilà pour cette vidéo. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, le temps passait super vite. Je me rendais pas compte que ça fait déjà 25 minutes, mine de rien. Comme quoi, j'ai du mal à faire moins de 25 minutes en ce moment sur les spoils, parce qu'il y a plein de choses à dire à chaque fois. Sur ce, je vais vous laisser. Dans la semaine, sûrement la suite des spoils et peut-être la fin, sait-on jamais. Je rappelle que, en général, quand il y a toutes les cartes qui sortent sur l'application, celles qui n'ont pas été révélées, je ne fais pas spécialement de vidéo dessus parce que j'ai trop la flemme en fait d'aller chercher une par une les cartes en question, etc. Mais en tout cas, toutes les cartes qui auront été révélées, j'essaierai de faire une vidéo dessus jusqu'à la fin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, moi de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vais commencer à préparer la prochaine vidéo qui sortira dans la semaine. Ciao, ciao.